Dernière nouvelle. Nous venons d'apprendre une cause présumée du décès dans l'affaire de la Pom-Pom Girl du lycée, retrouvée morte sur un navire Carnival. Cette nouvelle information arrive juste un jour après que ses parents ont désigné un membre de leur propre famille comme suspect dans la mort d'Anna Kepner. Puis-je parler? Cette vidéo de News 6 à Orlando montre la belle-mère d'Anna Kepner devant le tribunal dans une autre affaire de garde. Mais c'est une affaire où nous en apprenons davantage sur le garçon qui serait au centre de cette affaire. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Le FBI et le médecin légiste n'ont pas encore confirmé les détails de l'enquête sur la mort d'Anna Kepner. Mais un rapport choc vient de tomber, affirmant savoir comment cette jeune fille est morte sur un navire de croisière Carnival, et il indique qu'il s'agit d'une enquête pour meurtre. Voici la vidéo selon WSVN à Miami du 8 novembre quand le corps de Kepner a été débarqué du paquebot Carnival The Horizon. Vidéo filmée par le journaliste Sheldon Fox. Kepner, encore une fois âgé de seulement 18 ans, était en terminale au lycée. Pom-Pom Girl de l'équipe principale à Titusville, en Floride, qui se trouve à environ 3 heures au nord de Miami. Kepner était à bord du navire de croisière qui est parti de Miami. C'était une croisière de 6 jours avec son père, sa belle-mère et 2 des enfants biologiques de sa belle-mère. Une fille de 9 ans et un fils de 16 ans. Et il y a beaucoup d'attention maintenant sur ce garçon de 16 ans parce qu'il aurait partagé une cabine avec Anna Kepner. J'ai une grosse mise à jour à son sujet. On en parle bientôt. Il est allégué qu'il était obsédé par sa demi-sœur. Voici maintenant la chronologie qui a été établie des derniers jours présumés de la vie de Kepner. Passons donc au 6 novembre. C'était l'un des derniers jours de cette croisière. Kepner ne se sentait pas bien. Le Daily Mail rapporte qu'elle était au dîner avec sa famille et leur a dit qu'elle retournait simplement dans sa chambre. Cela nous amène au 7 novembre. Le lendemain, la famille Kepner s'est réunie pour le petit déjeuner sans Anna, qui n'est pas venue. C'est vers 11 h du matin que le Daily Mail dit qu'une femme de chambre est entrée dans la cabine d'Anna et a fait une découverte horrifiante. Le corps de Kepner aurait été retrouvé enveloppé dans une couverture, recouvert de gilets de sauvetage et caché sous un lit. Des personnes à bord du navire affirment avoir entendu une alerte d'urgence médicale sur le pont 8 à ce moment-là. Et les personnes qui séjournaient dans des cabines proches de celles de Kepner ont été informées qu'elles devraient quitter ces chambres plus tôt que prévu initialement. Le lendemain, lorsque le navire est revenu au port, le corps de Kepner, une fois de retour à terre, a été envoyé au médecin légiste à Miami le 8 novembre. Il est maintenant affirmé que Kepner est décédé lors de la croisière entre le Mexique et le sud de la Floride. Le médecin légiste a précisé que Kepner est décédé à 11h17, le 7 novembre. C'est la veille du retour du navire à Miami et le FBI enquête. Ils n'ont pas dit grand-chose de plus publiquement. Mais un rapport choc vient de tomber d'American Broadcasting Company News, citant une source qui affirme que Kepner aurait été étouffé à mort. American Broadcasting Company dit qu'elle a été placée dans ce qu'ils appellent une prise de barre, où un bras est passé autour de son cou. 2 ecchymoses auraient été visibles sur son cou. American Broadcasting Company ajoute que l'enquête préliminaire n'indique aucune agression sexuelle, ni trace de drogue ou d'alcool dans son organisme. Selon American Broadcasting Company News, de nombreux indices désigneraient le demi-frère de 16 ans avec qui elle partageait sa chambre lors de la croisière. D'après ce que nous comprenons, comme la croisière se trouvait dans les eaux internationales, le jeune enfant, pas la fillette de 9 ans, mais le garçon de 16 ans, était autorisé à boire de l'alcool. Selon News 6 à Orlando, voici une vidéo d'une audience de garde concernant la belle-mère de Kepner, Chantel Hudson. Elle est mariée au père biologique d'Anna. D'après les dossiers judiciaires que nous avons consultés, Chantel est engagée dans une procédure de garde avec son ex-mari depuis plus d'1 an. Jeudi, elle, son ex-mari et leurs avocats ont comparu virtuellement devant le tribunal. Lors de l'audience, l'avocat de son ex-mari a déclaré « L'aîné qui a environ 16 ans est suspecté dans la mort de l'enfant du conjoint ». C'est la première fois que le mot « suspect » est utilisé dans cette affaire. Cette semaine, Chantel a demandé en urgence le report de l'audience sur la demande d'outrage et d'exécution. En termes simples, elle voulait reporter une audience dans cette affaire de garde qui était prévue pour le 17 décembre. Et cette affaire n'a rien à voir avec la mort d'Anna Kepner. Du moins pas directement pour l'instant. Cette affaire dure depuis plus d'1 an, mais maintenant, la mort d'Anna Kepner et l'implication potentielle de l'un des beaux-enfants dans cette affaire ont mis tout cela en lumière.
Le document précise que la défenderesse a été informée par le FBI et ses avocats qu'une affaire pénale pourrait viser un des enfants mineurs impliqués. Chantel souhaitait reporter l'audience en raison d'une circonstance jugée très sensible et grave par la requête. Selon la requête, Hudson ne pourrait pas témoigner à l'audience. Le document indique qu'elle pourrait invoquer le 5e amendement. Le document indique qu'une enquête du Bureau fédéral d'enquête est en cours après le décès soudain d'Anna Kepner, 18 ans, retrouvée morte le 9 novembre 2025 sur un navire de croisière Carnival. Mademoiselle Anna Kepner, la défunte, est la fille de la compagne du défendeur. Et le défendeur, ainsi que les enfants mineurs concernés par cette affaire, étaient tous ensemble sur le navire de croisière. Fin de citation. Le document précise qu'elle a été retrouvée morte le 9 novembre. Le navire est revenu au port et le corps de Kepner a été emmené au médecin légiste le 8. Nous pensons que c'est une erreur de frappe. Lors de l'audience cette semaine, nous avons vu l'avocat de l'ex-mari de Chantel faire certaines allégations concernant ce qui s'est passé à bord du navire. L'avocat affirme que le demi-frère de 16 ans partageait apparemment une chambre avec Anna Kepner. Il affirme que, le navire étant en eau internationale, le garçon de 16 ans pouvait boire de l'alcool. Maintenant, l'avocat de Chantel a contesté cela et a déclaré qu'il existe une vidéo de surveillance montrant que le demi-frère n'a pas bu à bord du navire. Et l'avocat a également déclaré que la direction de la protection de l'enfance a enquêté sur l'affaire et a constaté qu'il n'y avait pas d'alcool chez Chantel. Nous avons vérifié les règles de Carnival Cruise Line concernant l'alcool et les mineurs. Et sur son site internet, il est indiqué que les personnes doivent avoir 21 ans pour boire à bord du navire, peu importe où il se trouve. Pour revenir à l'audience, Chantel a dit que le demi-frère avait dû être hospitalisé juste après l'incident, sans préciser la raison. Nous parlons de son fils biologique. Elle a aussi dit que son fils avait un rendez-vous chez le psychiatre le mois prochain, sans donner plus de détails. Maintenant, le garçon que les parents disent être suspecté dans la mort de Kepner vit désormais chez un des proches de sa mère. Il a été rapporté que le demi-frère d'Anna Kepner était, je cite, « obsédé par elle ». C'est selon le père d'un des ex-petits amis d'Anna. Il s'est exprimé auprès d'Inside Edition, je cite. « Elle avait peur de lui, car il portait toujours un grand couteau », a déclaré l'homme. Il a aussi dit que son fils avait vu le demi-frère entrer dans la chambre de Kepner pendant un appel FaceTime et monter sur elle pendant qu'elle dormait. Il a également ajouté « Il est genre obsédé, attiré par elle, comme un fou. Il a toujours voulu sortir avec elle. » À ce jour, le FBI n'a pas officiellement déclaré si le demi-frère est suspect dans la mort de Kepner, mais il aurait partagé une cabine avec elle pendant cette croisière. La garde de la belle-mère d'Anna sur l'adolescent de 16 ans sera examinée par le tribunal le 5 décembre. News 6 à Orlando rapporte que l'audience devrait durer 4 heures. Le père biologique de Kepner, présent sur la croisière, pourrait témoigner à l'audience. Depuis la mort de sa fille, il a donné quelques interviews, mais plus aucune depuis la révélation de ces nouveaux détails sur la manière dont elle aurait été retrouvée. Chantel a rendu sa page Facebook privée après la publication cette semaine des documents judiciaires. Mais avant cela, elle avait publié un article d'American Broadcasting Company News sur son fil d'actualité dans lequel elle disait que ce serait la seule interview que son mari, le père d'Anna, allait accorder. Dans cette interview, on cite « Lorsqu'elle entrait dans une pièce, elle l'illuminait. Si tu étais triste, elle te faisait rire. Elle plaisantait et était la plus drôle de l'école. » Il y a une semaine, le Daily Mail a également parlé au père d'Anna, Chris Kepner. Cela semble être sa dernière interview depuis que l'affaire de garde impliquant sa femme actuelle est devenue publique. Il l'a dit au Daily Mail. Citation : « Nous étions en famille. Tous ont été interrogés et sont descendus du navire. Je ne sais pas qui ils cherchent, ni quelle est la nature de leur enquête. » Le Daily Mail, dans son article sur la découverte du corps d'Anna, a précisé que son père n'avait pas répondu à leurs appels pour réagir. J'ai contacté Carnival Cruise Lines pour une déclaration. Voici leur réponse. Le décès d'un passager du Carnival Horizon, revenu à Miami samedi 8 novembre, est enquêté par le FBI. Cette affaire relevant des forces de l'ordre, seul le bureau des affaires publiques du FBI à Miami peut donner plus de détails. Notre priorité est de soutenir la famille du passager. Maintenant que les résultats de l'enquête sur la mort d'Anna Kepner sont connus, les gens continuent d'honorer sa mémoire, disparue trop tôt. Jeudi, des proches se sont réunis dans une église près de sa ville natale pour lui rendre hommage. L'avis de décès de Kepner indique, je cite, « À seulement 18 ans, elle a rempli le monde de rire.
d'amour et de lumière qui ont touché tous ceux qui l'entouraient. Sa famille a indiqué qu'elle venait de passer un examen et envisageait de rejoindre l'armée après son diplôme en mai. Un jour, elle voulait être policière dans sa ville. Mais même si beaucoup de gens se souviennent et rendent hommage à Anna Kepner, certains ont dit qu'il y avait des signes qui ont été manqués. Nous devrons attendre l'évolution de son affaire pendant l'enquête du FBI. Et au moment de cet enregistrement, personne n'a été arrêté en lien avec la mort d'Anna Kepner. J'ai discuté de cette enquête avec Tom Smith, ex-détective du New York Police Department et co-animateur du podcast Gold Shields. Mais nous avons réalisé l'entretien avant que la nouvelle de la cause présumée du décès de Kepner ne tombe. Nous accueille Tom Smith, ex-détective du New York Police Department et co-animateur du podcast Gold Shields, pour discuter de l'affaire. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Sur Law and Crime, nous essayons toujours de comprendre une affaire qui reste à ce stade un véritable mystère. Pour ce demi-frère de 16 ans d'Anna Kepner, et nous ne savons pas s'il s'agit d'un meurtre, mais s'il fait face à une accusation de ce genre, qu'est-ce qui entre en compte pour déterminer s'il pourrait réellement être poursuivi comme un adulte? Cela sera décidé ultérieurement selon la cause du décès ou la gravité du crime. Les fédéraux et le bureau du procureur des États-Unis, s'ils choisissent de garder cette affaire, prendront cette décision plus tard, si des charges sont retenues contre lui. Et qu'est-ce qui tient, et je veux dire cette histoire, depuis qu'on a retiré son corps du paquebot? Ce genre d'affaires est rare sur les paquebots de croisière, ce qui, je pense, a tellement alimenté l'intérêt et les spéculations autour de cette affaire. Nous ignorons encore beaucoup du FBI et devons attendre leur déclaration. Qu'apprenons-nous? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Ce que nous apprenons, c'est qu'ils ont vraiment la capacité de déterminer précisément les allées et venues des gens grâce aux vidéos présentes sur ce navire. Je veux dire, sur un paquebot de croisière, c'est un peu comme Times Square. Vous savez, il y a une caméra partout sur ce navire de croisière, sauf dans les cabines. Et c'est justement là où nous voulons en venir. Certaines choses intrigantes ressortent, notamment l'endroit où cela se passe. Comme tu l'as dit, Chris, cela n'arrive normalement pas sur un navire de croisière, surtout cacher un corps. Et tu sais, la possible attirance qui ressort entre le demi-frère et la victime. Tu sais, tout cela contribue à donner à ce crime commis sur ce navire de croisière un aspect presque cinématographique. Mais je pense que, tu sais, plus ils établissent une chronologie, plus cela va être important. Et tu penses à toutes les vidéos auxquelles le FBI a accès? Si Carnival les a toutes transmises juste pour suivre, tu sais, ce demi-frère, nous verrons ce qui se passe concernant les accusations officielles si cela a lieu. Anna Kepner, je suis sûr, sauf si je suis dans une cabine. Vous pouvez voir chaque étape et interaction qu'ils ont eue sur ce bateau de croisière durant les 6 jours à bord. Mais en sachant que, soi-disant, elle a été retrouvée sous un lit dans une cabine où il n'y a pas de caméra, et vous savez peut-être même que vous voyez le demi-frère qui partage cette chambre avec elle, vous le voyez entrer, peut-être que vous le voyez sortir. Comment reconstituer la chronologie dans un lieu sans caméra et savoir ce qui s'est vraiment passé lors de sa mort? Eh bien, c'est ça qui est bien. Comme je viens de le dire, vous savez, il y a les entrées dans les couloirs d'une partie particulière de ce navire. Donc, vous pouvez assez bien établir la dernière fois où elle entre dans cette pièce et n'en ressort pas. Qui était là avec elle? Vous pouvez aussi considérer que les clés sont désormais toutes électriques et électroniques. Donc, vous pouvez maintenant déterminer précisément qui accède réellement à cette pièce à un moment précis. Donc, la chronologie peut être établie assez précisément, rien qu'avec les caméras vidéo elles-mêmes. Pour les témoins aussi, à quel moment les parents ont-ils vu leur fille pour la dernière fois? Elle ne se sentait pas bien au dîner et est retournée dans sa chambre. Donc, cela donne un point de départ pour la dernière fois que quelqu'un a pu la voir, jusqu'à la dernière fois que quelqu'un est sorti de cette chambre à part elle. Les personnes avec elle, semble-t-il, sur le navire. Vous avez sa belle-mère, Chantel Hudson. C'est elle qui est impliquée dans cette bataille pour la garde où tout est en train d'être révélé concernant les circonstances entourant cette croisière de 6 jours à laquelle ils ont participé. Vous avez maintenant son mari, qui est le père biologique d'Anna, Chris Kepner. Il n'a pas beaucoup parlé aux médias, mais il pourrait témoigner lors d'une audience à venir concernant sa femme actuelle. Et puis les 2 beaux enfants et Anna Kepner. Quelle est l'importance des vidéos? Pas seulement des derniers instants où elle entre dans une pièce et ensuite peut-être ce demi-frère. D'après ce qui a été supposé, il entre dans la pièce. Quel rôle jouent les vidéos de toutes les interactions qu'ils ont eues sur ce navire pendant les 6 jours en mer? Comment cela pourrait-il influencer une enquête?
Oh, c'est important car en plus des déclarations des témoins, tous seront interrogés, ainsi que d'autres sur ce navire, quiconque a eu un contact avec elle. Vous savez, les vidéos sont excellentes, mais il faut des déclarations corroborantes pour accompagner ces vidéos. S'il y a une vidéo des deux en train d'interagir et peut-être de se disputer ou quelque chose comme ça et que quelqu'un en parle réellement, c'est important. Donc, vous voulez toujours, vous savez, des déclarations de témoins pour accompagner les preuves vidéo que vous avez, parce que cela rend simplement le dossier plus solide. Quand et si vous savez cette personne est inculpée. Sachant qu'en ce moment, la personne que vous connaissez au tribunal, les parents l'ont qualifié de suspect. Il a 16 ans, il est considéré comme mineur, un adolescent. Quel type d'accès les enquêteurs ont-ils à lui pour l'interroger sur ce qui a pu se passer à bord? Oui, les parents devront être présents et donner leur accord pour cet entretien. Vous savez, on n'interrogera pas un mineur tout seul sans la présence de ses parents. Donc, les parents devront être informés. S'ils ont un avocat qui pourrait représenter cette personne, il devra également être informé. Donc, ce n'est pas aussi simple que d'aller lui parler directement. Il y a tout un protocole à suivre selon la politique. Quand et même si vous pouvez parler à ce mineur. Et si le mineur veut parler, est-ce que c'est aux parents de décider quand l'entretien commence et quand il se termine? Absolument. Oui, il peut dire tout ce qu'il veut, mais il est sous le contrôle et la garde de ses parents. Donc, il pourrait commencer à parler sans arrêt. S'ils lui disent de se taire, il va se taire. Mais encore une fois, tout est là. Donc, vous savez, des déclarations écrites sont faites en fonction des observations pendant un entretien. Vous voyez, donc tout dépend de ce qui est dit, de la façon dont c'est dit, vous savez, et de qui se trouve dans la pièce à ce moment-là. Et je sais que sa mère, lors de cette audience de garde, a pris la parole et a dit qu'il avait un rendez-vous chez le psychiatre le mois prochain. Cela alimente les spéculations sur un possible problème de santé mentale là-bas. En tant qu'enquêteur, comment faites-vous? À quel point est-il difficile d'avoir accès à la compréhension des conversations qu'il a pu avoir avec un psychiatre ou à tout type de traitement qu'il a reçu en lien avec des problèmes de santé mentale? Oui, c'est difficile à cause de la confidentialité. Ce sera difficile à obtenir, mais si le psychiatre est prêt, vous savez, à parler aux enquêteurs de ce qui se passait et de ce qui a été dit, peut-être sans donner toute l'histoire de son traitement, c'est une chose. Donc, ce sera simplement une série de questions auxquelles le psychiatre pourra répondre, et peut-être même pas le psychologue, mais bien le psychiatre. Vous pourriez aussi parler aux parents pour savoir quel est le traitement global. Pourquoi voit-il cette personne? Vous savez, rien de tout cela n'est confidentiel, seulement pourquoi ce processus a lieu dans sa vie. L'heure du décès d'Anna Kepner, et cela vient juste d'être... Nous ignorons la cause de son décès, et le FBI n'a pas précisé s'il suspecte un meurtre. Ils disent simplement qu'ils enquêtent. Mais cela a été indiqué par le médecin légiste du comté de Miami-Dade à 11h17 du matin, le vendredi 7 novembre. Quand on indique une cause de décès, quand un médecin légiste le fait, cela signifie-t-il le moment où le corps a été retrouvé? Ou bien parle-t-on précisément du moment où ils ont déterminé qu'elle est morte? Oui, ça va être intéressant parce que je n'ai jamais entendu une heure aussi précise pour un moment de décès. Vous savez, 11h17, chaque fois que, vous savez, j'étais impliqué dans une enquête pour homicide, c'était entre 2 et 4, vous voyez, 5 et 10, quelque chose comme ça. Mais être aussi précis va être très intéressant pour comprendre comment et pourquoi ils en sont arrivés là. Vous savez, en ce moment, comme tout le monde garde ça pour soi et reste silencieux à ce sujet, on ne sait pas exactement ce que le FBI a. Il pourrait avoir une montagne d'informations et de preuves qu'ils ne sont tout simplement pas prêts à révéler pour l'instant. Et tout cela finira par sortir tôt ou tard. Mais il pourrait y avoir quelque chose de très précis concernant la raison pour laquelle ce moment est arrivé, que nous apprendrons plus tard. Et en ce qui concerne la cause de son décès, que nous ne connaissons pas, nous attendons l'autopsie finale. Cela n'a pas été rendu public. Le FBI n'a pas encore publié les résultats toxicologiques. Mais son corps a été remis à la maison funéraire où sa célébration de la vie a eu lieu, selon certains médias locaux. Et je me dis que si c'était un coup de couteau, la maison funéraire, enfin, je suppose qu'on pourrait voir que c'est comme ça que la personne a été attaquée et potentiellement décédée. Si c'est aussi évident, contrairement à une overdose par exemple, et je parle en général, le FBI retarderait-il la remise du corps à la maison funéraire si la cause du décès était visible de l'extérieur et immédiatement identifiable?
Eh bien, si l'autopsie est terminée et que les rapports sont en cours, alors il n'y a vraiment aucune raison de garder le corps. Vous savez, la principale raison est de s'assurer que l'autopsie est entièrement réalisée, qu'elle est terminée et qu'une conclusion va bientôt être rendue. Vous savez, ils peuvent avoir une théorie sur la façon dont elle est morte, et dans ce cas, ce sera leur point d'attention dès que l'autopsie commencera. Et dans un cas de strangulation avec des marques de ligature ou un objet autour du cou, cela les ferait penser que c'est la cause du décès. Ils vont examiner cela puis poursuivre avec le reste de l'autopsie qui doit être effectuée. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres traumatismes comme un coup de couteau. Je pense que cela aurait déjà été révélé, en plus de ce qui aurait dû être fait dans cette cabine avec une scène de crime comme celle-là. Les coups de couteau provoquent du sang, des traces et des éclaboussures. Je pense que la scène de crime aurait été très différente si cela s'était produit. L'autre chose qui me frappe, c'est que le bateau fait route vers ce navire en revenant du Mexique. Je crois que c'était dans le sud de la Floride, à Miami. Le corps a été retrouvé le 7 novembre, mais le navire ne revient que le 8. Est-ce que cela a un impact sur la scène de crime? Si, je veux dire, c'est une enquête criminelle, donc je suppose qu'on peut dire scène de crime. Ça impacte la scène de crime. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore d'enquêteur à bord du navire et vous devez simplement isoler la zone. Est-ce qu'il y a toujours une inquiétude que certaines preuves puissent disparaître pendant les 24 heures où le navire est encore en route vers le port? Oui, l'avantage dans ce cas, du point de vue des forces de l'ordre, c'est que c'est une scène de crime intérieure. Donc en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est fermer la porte, vous savez, et demander à l'un des agents de sécurité assignés à ce navire de rester devant, qu'il fasse des rotations ou autre. Mais c'est une bonne chose pour l'enquête que ce soit à l'intérieur. Comme je l'ai dit, il suffit de fermer la porte pour empêcher l'accès et préserver la scène de crime. Que penses-tu des histoires qui sortent maintenant à ce sujet? Et il est allégué que ce demi-frère, qu'il avait une obsession pour Anna Kepner. C'est une famille recomposée, ils ne sont pas liés par le sang. Mais il était, je cite, obsédé par elle. Je sais que les familles recomposées ont parfois des dynamiques particulières. Mais d'après ton expérience, qu'est-ce qui te frappe? Eh bien, la première chose sur laquelle je me concentrerai totalement pour commencer, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu as ce genre de... Disons simplement que c'est vrai et que tu as ce genre de passion pour quelqu'un, surtout à un si jeune âge, c'est très difficile de le garder pour soi. Donc, je regarderai les publications sur les réseaux sociaux, les écrits, les journaux intimes, les livres, tout ce qui concerne la vie de ce jeune homme, parce que, très probablement, il a exprimé ses sentiments quelque part, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans un livre ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que je regarderai, en plus des entretiens et des déclarations d'autres personnes impliquant ces deux personnes. Qu'a-t-il dit? Lui a-t-il parlé? A-t-il évoqué ce sujet avec quelqu'un d'autre? Donc, tout cela sera abordé lorsque vous commencerez à suivre cette piste dans l'enquête. Et c'est intéressant aussi. Je trouve ça fascinant que si c'est un meurtre, parce que cela s'est produit sur un navire de croisière, c'est maintenant le gouvernement fédéral qui poursuit quelqu'un. S'ils l'avaient fait dans un hôtel à Brickell, à Miami, ce serait une affaire pour la police de Miami ou le shérif du comté de Miami-Dade. Et là, tu parles d'une affaire d'État en Floride. En quoi l'enquête et potentiellement la poursuite diffèrent-elles quand il s'agit du gouvernement fédéral par rapport à un service de police local? Oui, eh bien, comme cela s'est passé sur un navire de croisière, c'est considéré comme des eaux internationales, ce qui est couvert par le FBI. Et le FBI a une équipe spécifique qui s'occupe des crimes commis sur les navires de croisière. C'est l'une des équipes que je connaissais, je n'en faisais pas partie, mais je la connaissais à l'époque où j'étais dans la task force, et il s'occupe de tous ces crimes. La différence, Clément, c'est que vous avez affaire à deux branches différentes du système de justice pénale. Vous relevez du bureau du procureur des États-Unis car l'affaire fédérale en raison du lieu devrait être traitée à ce niveau. Et si cela s'est simplement produit dans un hôtel, comme vous l'avez dit, ce serait le bureau du procureur local et la police locale qui s'en occuperaient. Et nous verrons comment cette affaire évolue. Vous savez, beaucoup de choses que nous apprenons lors de cette audience de garde, qui n'avaient aucun rapport avec l'affaire jusqu'à présent, sont en réalité très liées. Nous verrons si le FBI est prêt à faire une déclaration. L'ancien détective du New York Police Department, Tom Smith, co-animateur de Gold Shields. Merci d'être avec nous sur Law & Crime. Toujours un plaisir, Chris, merci. C'est tout pour On the Case sur Law & Crime.
abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.